Alors le juge, j'allais dire, Madame le Président Hadar, tout ce qui va passer et être résolu en conciliation ouvre autant de moins de dossiers que le juge va traiter, non? Pardon, mais bonjour à tous. Je suis désolée de dire que je pense que les choses sont un peu plus compliquées que cela. Bien sûr, c'est un peu provocateur. Alors tout d'abord, je crois que tout a déjà été traité. C'est-à-dire, en gros, les grandes questions, elles ont toutes déjà été posées. Quels sont les périmètres, quels seraient les coûts, quel serait le rapport au temps, en gros. De la médiation. Alors, moi, je vais essayer de me placer dans la question qui m'a été posée, c'est-à-dire la perception par le juge. Et alors là, je suis obligée de me dédoubler. Parce que d'un côté, je suis désolée pour ma schizophrénie, mais d'un côté, le juge, qui est-ce, le juge administratif? Le juge administratif, comme cela a été rappelé, c'est quelqu'un à qui la Constitution a reconnu la compétence pour traiter de la légalité des décisions, des demandes d'annulation ou de réformation des décisions administratives. Et donc, son rôle est un rôle de légalité. Alors, les choses ont été très bien rappelées par Bernard Fouché, le caractère vertical de notre État, la séparation des pouvoirs quand même qui est dans la Constitution. Et je rappelle que quand nous prenons une décision, c'est au nom du peuple français. Voilà pour les principes. À côté de cela, que voit la présidente du tribunal administratif de Lille? Elle voit qu'elle est totalement noyée dans mon modeste mandat qui va bientôt atteindre 3 ans, plus 38% de contentieux, plus 37,7% très exactement. Autrement dit, c'est comment opposer un barrage contre le Pacifique, pour reprendre le titre d'un prix Goncourt de Marguerite Duras que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais voilà, et là-dessus on nous dit, vous allez avoir une solution, la médiation. Alors, qu'est-ce que je fais avec cela? Première question. En plus, ça a été rappelé, le législateur a décidé de fusionner les notions de conciliation et de médiation. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit là-dessus. Alors, je ne contrerai pas le législateur, c'est certainement pas mon rôle, je respecte la séparation des pouvoirs, mais je dirais que pour le moins, il y aurait lieu de se poser la question plutôt des médiations que de la médiation. Et il est clair que dans les différentes hypothèses envisagées par le législateur, il y a des situations de haute couture, des situations de prêt-à-porter et peut-être de t-shirts fabriqués au Bangladesh. Et c'est avec cela que je vais devoir faire. Autrement dit, donc, pour le redire en termes un peu plus juridiques, quel est le rôle au sein de cette demande qui nous est adressée de marée contentieuse? Une partie est proprement juridique, rétablir la légalité, et une partie vise à défendre des intérêts matériels et moraux et manifeste une demande d'écoute. Il est clair que, et je résume là ce qui a déjà été dit, la médiation est un instrument qui peut répondre à une partie de cette demande d'écoute, mais, selon moi, ne pourra pas répondre à la demande de rétablissement de la légalité. Alors, il y a certainement aujourd'hui, effectivement, un effet de mode sur la médiation, ce qui ne veut pas dire qu'il y a lieu de la rejeter, loin de là. Donc la question est son utilité dans les champs dans lesquels elle pourrait prospérer. Et cela a été rappelé. On sait que le bilan de la conciliation ancienne manière est extrêmement faible. Je donnerai quand même une toute petite exception. On sait que, alors c'est pas la conciliation proprement dite, mais on sait que la mission, depuis un décret de 2010, la mission confiée à l'expert en cas d'expertise donc peut viser à concilier les parties. Et j'ai pu voir, en ma qualité de président du tribunal administratif, que dans cette situation a pu parvenir à éviter à la marge quelques contentieux. Alors en nombre, sans doute pas beaucoup, mais en poids et en complexité très certainement. Donc
et je rappelle que donc le décret du 2 novembre 2010 a en plus précisé, alors en remplaçant le terme conciliation par le terme médiation, mais peu importe, mais il a également précisé que l'expert peut également prendre l'initiative avec l'accord des parties d'une telle médiation, et je peux croire personnellement dans ce type d'outil. Alors, par ailleurs, et cela a été rappelé, il y a eu également de nombreux contentieux évités par des commissions précontentieuses, notamment les commissions d'indemnisation amiable proposées par le maître d'ouvrage et portant sur l'indemnisation des dommages imputables à des opérations de travaux publics importants, tels que des travaux de voirie, des lignes de tramway, de métro, des parkings, etc. Donc, finalement, concrètement, à quoi peut servir la médiation? Ça a été dit, et c'est clairement, ça peut clairement jouer un rôle fondamental quand il s'agit de rétablir le dialogue entre les parties sans nécessairement recourir au juge. Cela peut contribuer à la pacification des relations sociales, et c'est une des principales fonctions du droit, sous réserve quand même de certaines situations, non seulement, disons, où la question de l'égalité est extrêmement claire. On a notamment le problème dans le cas du déféré préfectoral, et j'écarterai également le cas des décisions à caractère réglementaire. Je pense que la médiation ne peut être envisagée que dans des situations individuelles. Décision réglementaire, ce n'est pas la majorité, mais enfin, c'est quand même quelque chose qu'il faut écarter. Alors, la médiation, on l'a dit, est certainement mieux adaptée aux situations d'exécution contractuelle et d'évaluation indemnitaire. D'ailleurs, celle-ci, on sait bien que les formulations par le juge qui peuvent parfois montrer à quel point le juge est lui-même hésitant quand il sera fait une juste appréciation, et ce n'est pas toujours une exacte appréciation. Et je dirais que le juge, parfois, dans sa motivation, exprime lui-même qu'il utilise, si vous me passez une expression fort peu juridique, le doigt mouillé pour définir l'indemnisation qu'il va donner. Et d'autre part, également, la médiation est adaptée pour les situations, ça a été rappelé, de gestion de la vie commune, si je peux me permettre cette expression. Dans certaines situations conflictuelles, notamment les contentieux de la fonction publique, ça a été rappelé, où il s'agit d'éviter des confrontations trop brutales entre les parties. On peut même s'interroger, dans ces cas-là, sur les similarités avec la médiation familiale. Il s'agit de continuer à pouvoir garder des liens. Alors concrètement, maintenant, que nous donne la loi comme outil? Quels sont les instruments qu'elle nous donne? En quoi elle nous laisse dans le flou? Elle donne des principes généraux. Le premier, c'est l'impartialité du médiateur. Et c'est ça qui me conduit à distinguer ce que j'appelle les médiations. Je pense qu'il faut distinguer le médiateur nommé par le juge, que ce soit à la demande d'une partie, je distinguerai ensuite la situation à la demande des parties ou de l'initiative du juge, mais le médiateur nommé par le juge, je dirais dans les situations que j'appelle la haute couture, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire dans un cas où le litige est clairement défini, vous avez une partie qui dit clairement « moi, je demande une médiation sur ça », l'autre dit « oui, je suis d'accord si c'est très clairement sur ça », on sait exactement où on va, on nomme un médiateur de luxe, passez-moi l'expression, qui pourra réclamer une indemnisation, on définira clairement qui paye quoi à l'avance et comment. Bon, ça c'est une situation idéale, la situation de la haute couture. Mais l'impartialité du médiateur, on ne va pas pouvoir faire de la haute couture sur le tout. Je suis désolée, et là, je pense que, je le développerai un peu plus tard, que des médiateurs qui ne seront pas la médiation au sens de l'article 5 de la loi, mais notamment le recours, comme ça a été rappelé, à tous les médiateurs internes qui existent, qui jouent un rôle extrêmement important, mais qui ne peuvent pas être regardés comme la médiation au sens de la loi, parce que ça ne peut pas être regardé comme la médiation, la première condition de principe, qui est l'impartialité. Ces médiateurs ne le rempliront pas. Il n'empêche qu'ils pourront jouer un rôle considérable de filtre et de protection et d'apaisement, comme ça a été rappelé, des
des contentieux, enfin des pré-contentieux. Alors, le principe de confidentialité, j'ai peu de choses à ajouter à Maître Gros, qui connaît la question bien mieux que moi. Je veux dire que c'est dans la durée, mais enfin, je pense que le fait que le principe soit indiqué dans la loi est absolument fondamental. Enfin, bon, c'est une évidence, le fait que l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition, ça c'est les principes définis par la loi, mais aussi la possibilité d'homologation par le juge, et là j'essaierai d'y revenir parce que, enfin je vais peut-être y revenir tout de suite, bien sûr c'est une possibilité, l'homologation par le juge, il n'y a aucune obligation, mais on peut se trouver, on peut se trouver dans des situations où le comptable public refusant ensuite de payer, là, il y aura une nécessité d'un épisode postérieur devant le juge, et donc dans la relation entre la médiation et la montre, j'ai quand même quelques interrogations sur l'efficacité en termes de temps de la médiation de ce point de vue-là. Alors je vais peut-être quand même dire quelques mots là maintenant au ras des pâquerettes très techniques sur quelques questions. D'abord sur la médiation de luxe entre guillemets, c'est-à-dire l'hypothèse de la médiation à la demande des parties. Quelques questions qui peuvent se poser. Première question, quel est l'acte par lequel le juge va nommer et payer le médiateur ? Rien n'est dit dans la loi. Antérieurement, sous le régime de la conciliation, c'était carrément une lettre qui était, semble-t-il, utilisée. À titre personnel, je pense que la sacralité, entre guillemets, d'une ordonnance avec un minimum de motivation a plus de sens, même si cette ordonnance n'a évidemment pas un caractère juridictionnel. Elle n'a pas un caractère juridictionnel, d'une part, parce que c'est clairement écrit dans la loi, et donc qu'elle n'est pas susceptible d'appel, etc. Mais il me semble qu'en la motivant, on définit un petit peu de quoi il s'agit, quel est l'objet du litige, et ça ressemble de ce point de vue-là. Je vais faire quelques comparaisons avec la nomination de l'expert et ensuite l'indemnisation de l'expert. Je rappelle qu'en matière d'expertise, la décision de recourir à l'expertise est-elle une décision juridictionnelle qui peut faire l'objet d'un appel. En revanche, l'indemnisation de l'expert, c'est une décision administrative, mais qui peut faire l'objet d'une contestation devant un autre tribunal que celui dont le président a signé, évidemment, l'ordonnance pour la rémunération de l'expert. Alors, si j'essaye de comparer la situation, nous avons donc des décisions qui sont purement administratives, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle. Mais la question du choix du médiateur, si on veut quand même que la médiation ait des chances de prospérer, il est souhaitable qu'en amont, il y ait eu un échange entre les parties et le médiateur, ne serait-ce que pour pressentir ou s'il y a des chances qu'elles acceptent donc cette médiation. De même, il faut qu'elles aient une idée du montant de la rémunération. J'ai quand même suffisamment d'expérience en tant que présidente de tribunal administratif sur les contestations des rémunérations d'experts pour savoir qu'il faut que les parties aient une idée de ce que ça va leur coûter en amont et également du partage, des conditions de partage de la rémunération. Donc, à titre personnel, je suis favorable à ce que ces éléments soient définis en amont assez clairement. Voilà pour cette question. Alors là, je suis partie de la prémisse selon laquelle le médiateur dans ce type de cas était quelqu'un d'extérieur au tribunal. Il est vrai que la loi prévoit que ça peut être quelqu'un interne au tribunal. J'avoue que dans le cas de la demande par les parties, je suis assez peu convaincue de cette solution, non seulement parce que les magistrats sont déjà très occupés, mais aussi au risque de conflit dans l'hypothèse où il y aurait un échec de la médiation qui conduirait à ce que le litige soit ensuite traité au contentieux. Et par ailleurs, le problème culturel a déjà été mentionné et l'articulation entre la collégialité et le juge médiateur me paraît, disons,
compliquer les questions d'héritage culturel, même si ça ne veut pas dire que les cultures ne doivent pas évoluer. Alors, s'agissant donc de la médiation à l'initiative du juge, la question de la rémunération est aussi payée dans les mêmes conditions, mais avec la possibilité pour les parties de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Je pense que tout cela va quand même se traduire par une certaine charge supplémentaire pour les juridictions, mais ça n'est pas le sujet. En tout cas, sur ce point, ce que j'ai retenu de ce matin et à quoi j'adhère pleinement, c'est l'idée de l'audience de proposition de conciliation, ou l'idée d'une audience de mise en l'état, plus exactement, qui permettrait notamment, d'abord, ce qui a été dit, de développer le réseau entre les juges et leurs interlocuteurs des administrations, mais aussi de surtout des médiateurs internes. Je pense que là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, sur les périmètres de la médiation, c'est-à-dire dans quel cas le juge est-il susceptible de décider le recours à la médiation, je crois que presque tout a été dit, donc je ne vais certainement pas reprendre ce qui a été dit, notamment en matière de fonction publique. Je rappellerai simplement que c'est très certainement, on peut très certainement recourir à la médiation, sans doute pas, bien sûr, pour les litiges relatifs à l'entrée ou à la sortie du service, mais très certainement pour tous les litiges, et ils sont très nombreux, en tout cas devant le tribunal administratif de Lille, relatifs aux évaluations, aux litiges indemnitaires au sens large et à certains litiges autour de la promotion ou autour de certains changements d'affectation, et également à ceux liés au harcèlement moral. Encore faut-il prendre en compte, évidemment, la dimension passionnelle de certains requérants qui ne renonceront pas aisément à obtenir une décision revêtue de l'autorité juridictionnelle, mais on peut quand même en écarter un très grand nombre. Alors, en matière de contentieux social, les choses me paraissent compliquées. Je vais peut-être développer 3 minutes là-dessus. Parce que, alors, qu'est-ce qu'on entend par les contentieux sociaux, hein? J'entends là les aides sociales qui concernent souvent des indus en matière de RSA, d'APL, de FSL. Le juge est assailli de requêtes qui, pour beaucoup d'entre elles, ne relèvent manifestement pas du droit, mais de l'équité. Elles sont d'ailleurs la plupart du temps fort peu motivées et moins encore en droit. Enfin, en gros, j'en lis quelques-unes. J'ai une feuille de cahier arrachée, écrite d'une façon à peine lisible, manuscrite, en disant on me demande de l'argent, mais moi, cet argent, c'est mon conjoint qui est allé le boire au bistrot ou mon fils qui l'a utilisé pour se droguer. Comment voulez-vous que je le rembourse ? Bon, c'est une situation dramatique. Enfin, je fais un peu de germinal, mais il y a quand même une part de réalité dans ce que je décris. Et donc la médiation, à la fois, paraît un outil adapté, mais on ne peut évidemment pas, dans ces conditions, envisager de faire rémunérer le médiateur par les parties, et on ne peut envisager donc que le président de la formation de jugement confie à l'un des magistrats de sa chambre la médiation systématique sur ces dossiers. Donc, dans ces cas-là, il me semble que si, effectivement, conformément à ce qui est prévu dans le 4 de l'article 5 de la loi, on rentrerait dans des hypothèses de ce que j'appellerais la médiation RAPO, si vous me passez l'expression, la médiation recours préalable au contentieux. Il conviendrait que ces médiations prennent en compte vraiment le réseau des médiateurs internes, mais également, je rappelle la question du temps, c'est-à-dire que le RAPO est enserré dans des délais, il faut que ces médiations internes, préalables, puissent être également enserrées dans des délais, encore plus que celles sur des marchés publics ou autres, parce que là, on a des personnes qui sont parfois au bord d'être à la rue, etc. Donc voilà ce que je voulais dire. Je rappelle par exemple, pour montrer l'ampleur du défi, je voudrais rappeler que par exemple les entrées en 2016 au tribunal administratif en matière d'aide sociale ont représenté presque 1200 dossiers, plus un peu plus de 200 en matière de contentieux de logement, donc à peu près 1400 dossiers. Donc vous voyez, là, il faudra vraiment que les médiateurs retroussent leurs manches. Je vais m'abstenir de parler de la
du nombre de dossiers pour la fonction publique. Je crois que maintenant, il faut effectivement que le débat s'ouvre sur l'ensemble de ces questions et notamment toutes celles liées au délai. Je vous remercie de votre attention. C'est l'expérience, évidemment, qui nous apprendra ce qu'attendre de cette nouvelle voie ouverte par la loi, mais on peut quand même se féliciter de ce qu'elle soit ouverte. Donc, merci pour votre attention.